Bonjour chers étudiants et bienvenue dans le corrigé de rattrapage FSTG 2022 partie électricité. Donc c'est un rattrapage de l'option BCG. Donc le sujet est le suivant, donc il s'agit bien sûr des exercices sur le théorème de Gauss, sur l'électrocinétique en appliquant le théorème de Thévenin et le théorème de Norton. Bon, je vous rappelle que pour le système de la FST, pour valider après rattrapage, il suffit d'avoir 11 sur 20. Et dans ce type d'exercice, c'est très facile d'avoir 11. Vous pouvez éviter les questions qui sont un peu difficiles et dans ce cas-là, c'est la question 4, c'est la seule question qui est un peu difficile pour vous. Les autres, vraiment, ce sont des exercices qui sont largement faisables. Bien. Donc pour l'exercice numéro 1, vous avez un cylindre creux, c'est-à-dire vide au milieu, dont la partie comprise entre le rayon intérieur et le rayon extérieur c'est R2 et le rayon extérieur c'est R1 est chargé avec une densité volumique ρ. Bien, et la question bien sûr c'est étudier les symétries et déterminer les variables et la direction de ce champ électrique. En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ en tout point et tracer l'allure de la variation de E en fonction de R. Ensuite, question 4, en déduire le champ créé en tout point de l'espace par un fil infini et par un cylindre chargé en surface, c'est-à-dire à partir de ces résultats-là que vous avez déjà trouvés. Et c'est dans la cinquième question qu'on vous dit retrouver le champ créé par un fil infini par un cylindre chargé en surface par le théorème de Gauss. Donc, il suffit de répondre à la question 1, 2 et 5, puis répondre à la question ici, à l'exercice 2, et vous validez facilement votre rattrapage. Bien, l'exercice 2, c'est, on considère ce circuit-là, vous avez un générateur E1, E2, R1, R2 et une résistance R. On vous dit au choix, c'est-à-dire déterminer le courant I, soit en appliquant le théorème de superposition, soit en appliquant le théorème de Norton. Donc là aussi, on vous juge vos aptitudes à choisir la méthode la plus simple. Et vous allez voir dans ce cas-là, la méthode la plus simple, c'est la méthode de Norton qui va vous donner le courant I très facilement. Bien, allons-y donc pour le corriger. Bien, voilà le cylindre. Bon, la symétrie, c'est toujours la symétrie cylindrique, qu'il soit chargé en surface, en volume. L'essentiel que la densité de charge soit uniforme. Donc, vous avez bien sûr, pour un point M quelconque de l'espace, les plans M, ER, EZ et les plans M, ER, Eθ, c'est-à-dire le plan vertical, le plan perpendiculaire au cylindre, ce sont deux plans de symétrie. Bien sûr, on travaille dans le cas d'un cylindre infini, sinon ce ne sera pas des plans de symétrie. Donc le champ va appartenir à l'intersection des deux, qui est le vecteur ER. Les invariances, la même chose, vous avez invariance par translation et invariance par rotation autour de OZ. Donc le champ ne dépendra ni de θ ni de Z et il ne dépendra que de R. Bien. Calcul de E, bien sûr, si vous choisissez un cylindre de rayon R, de hauteur H, de rayon petit r, ce qu'il faut noter dans la surface de Gauss, c'est le rayon de la surface de Gauss, il est indépendant de votre géométrie, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il dépende ni de R1 ni de R2. C'est un cylindre de rayon petit r de hauteur H. La seule condition, c'est que ce cylindre doit être centré sur l'axe son axe doit être confondu avec l'axe de cylindre. Pourquoi ? Parce qu'on a montré ici que par invariance, le champ ne dépend que de petit r. Pour que le champ soit constant sur la surface latérale de ce cylindre, il faut absolument que tous les points de la surface latérale soient à la même distance. C'est pour cette raison que l'axe du cylindre doit être confondu avec l'axe de la surface de Gauss. Je vous rappelle, parmi les critères de choix de la surface de Gauss, il faut que le champ soit constant sur la surface utile. Ici, la surface latérale, c'est la surface utile. C'est là où le flux est non nul. Eh bien, le flux à travers ce cylindre, bien sûr, il y a le flux à travers la base supérieure plus le flux à travers la base inférieure qui est nul, parce que E est perpendiculaire à T de S. Il va vous rester juste le flux à travers la surface latérale. Les deux vecteurs sont parallèles et de même sens, on enlève d'abord le vecteur, donc ce sera E ds. Et comme tous les points de la surface latérale sont à la même distance r, le champ est constant. Je peux le sortir de l'intégrale et il va rester 2πh fois r. Vous remarquez que le flux
il est le même, que je choisis le cylindre à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne change pas. Donc le flux, vous faites le calcul une seule fois. C'est dans le cas de la charge intérieure qu'il faut distinguer les cas. Donc premier cas, petit r est inférieur à R2. R2, c'est cette distance-là, ce rayon-là. Vous voyez bien que dans ce cas-là, bien sûr, la charge se trouve dans cette région-là. Donc ici, la charge intérieure, elle est nulle. Donc le champ va être égal à 0. Deuxième cas, R est compris entre R1 et R2. Voilà donc je choisis ma surface de Gauss, c'est ce cylindre-là. Voilà ma surface de Gauss. Voilà ce cylindre. Le flux, bien sûr, est le même. Quelle est la charge qui se trouve à l'intérieur du cylindre? C'est cette partie-là. À l'intérieur, il n'y a pas de charge. Bien sûr, ce qui se passe à l'extérieur, ça nous intéresse. Il nous intéresse la charge intérieure. Donc, je dois calculer toute la charge qui est comprise dans le cylindre de rayon R2 et de rayon petit r. Donc, ça sera ρ fois d de v. d de v, c'est r, d de r, d de θ, d de z. J'intègre tout de suite sur z et sur θ, ça me donne 2pi rh fois d de r. Je remplace ici. Et bien sûr, petit r, on a dit, il est compris entre R2 et petit r. Donc l'intégrale de r, d de r, c'est r carré sur 2. Ça me donne r carré moins R2 au carré. Et je remplace le flux par E de pi r fois h. Et je retrouve mon champ électrique pour R compris entre R2 et R1. Donc là, il suffit juste de ne pas se tromper que si vous intégrez ρ d de v, il ne faut pas intégrer entre 0 et petit r parce que la charge ne se trouve que dans la partie comprise entre le rayon du cylindre intérieur, c'est-à-dire entre R2 et petit r. Petit r, c'est toujours le rayon de la surface de Gauss. Voilà ma surface de Gauss. Bien sûr, troisième cas, ce n'est pas la peine de refaire le calcul. Ce qui va changer, c'est juste les bords d'intégration. Au lieu d'intégrer entre R2 et petit r, on va intégrer entre R2 et R1. Parce que si le cylindre se trouve complètement à l'extérieur, voilà ma surface de Gauss dans ce cas-là, la charge intérieure, c'est toute cette partie-là. Donc là, tout ça se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss. Bien sûr, ici, il n'y a pas de charge. Ici, il n'y a pas de charge. Donc, j'intègre entre R2 et R1. Donc, il suffit de changer juste les bords d'intégration et vous avez le champ électrique. Eh bien, pour l'allure de R, donc vous voyez bien, pour R supérieur à R2, c'est une constante sur petit r, donc ça varie au 1 sur R. Pour R inférieur à R2, c'est 0, donc là, c'est 0. Là, c'est on a sur R, il me reste juste entre R2 et R1. Je peux avoir soit cette géométrie, soit cette géométrie. Laquelle choisir? Il faut étudier la concavité de cette fonction. Ça veut dire qu'il faut chercher la dérivée seconde de E par rapport à R. Donc, dérivée première, vous dérivez une deuxième fois, ça c'est positif, ça c'est négatif, donc donc c'est négatif, donc la concavité va changer. Bien, vous voyez bien que la dérivée seconde est négative, donc en fait, la concavité va regarder vers le bas. Donc la fonction, ça sera plutôt cette fonction-là. Voilà. Donc vous voyez bien que ici, l'essentiel que le champ, c'est une fonction continue parce qu'on a une distribution volumique. Là, vous avez un champ nul. Là, un champ 1 sur R. Et puis là, vous pouvez joindre les deux points tout en respectant un peu la concavité de ce champ-là. Bien. Déduire, voilà la question un peu difficile, c'est la question 4. Déduire E à partir créé par un fil infini. Ça veut dire comment, à partir de cette modélisation qui est volumique, je vais faire une modélisation linéaire. Donc, quelle relation doit-il y avoir entre lambda et ρ? Voilà ce qu'il faut chercher. Bien, d'abord, pour avoir un fil infini, il faut que R2 soit égal à 0. Donc, il faut remplacer R2 par 0. Ensuite, il faut que R1 moins R2, qui est à peu près en fait R1, tend vers E, et E, il va tendre vers 0. L'épaisseur de cette partie doit tendre vers 0. Donc, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle la conservation de charge. Pour que les deux systèmes soient identiques, d'abord, il faut que cette densité linéaire soit la charge totale de ce fil doit être égale à la charge totale de ce cylindre, tout en tendant R2 vers 0 et R1 moins R2 vers H, vers une épaisseur qui elle-même va tendre vers 0. Donc, il faut que la charge totale de ce fil, qui va être lambda fois H, doit être la charge totale de ce cylindre, qui est égale à ρ
pi R1 au carré fois H, parce que j'ai déjà remplacé R2 par 0. Donc, il faut que lambda soit égal à rho pi R1 au carré. Or, voilà le champ que j'ai trouvé ici à l'intérieur. D'accord? Oh, à l'extérieur, pardon, le champ que j'ai trouvé là. Donc, je dois remplacer R2 par 0. Ensuite, je remplace rho R1 au carré par lambda sur pi. Et voilà le champ que je retrouve. Donc, vous voyez? Donc, ce cylindre, ou bien ce système, doit être équivalent à un fil infini. D'abord, il faut que les deux systèmes aient la même charge. Et en plus, il faut que R2 tend vers 0. Comme ça, je vais voir un cylindre de rayon R1. Et il faut que R1 aussi tend vers 0 pour avoir un fil infini. Mais là, il suffit de trouver la relation entre lambda et rho. Et ça vous donne le champ créé par le fil. Maintenant, pour avoir un cylindre chargé en surface, cette fois-ci en surface, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que R2 moins R1, R1 moins R2 tend vers 0. Il faut que cette épaisseur E tend vers 0 pour que cette géométrie, ou bien ce cylindre, soit équivalent à un cylindre chargé en surface. Donc, il suffit de trouver là aussi la relation entre rho et sigma. Bien sûr, si R est inférieur à R2, on va distinguer les deux cas. R inférieur à R2, R supérieur à R2. Si R est inférieur à R2, dans les deux cas, vous allez avoir un champ nul. Maintenant, si R supérieur à R2, je dois chercher la relation entre rho et sigma. Donc, la charge totale du cylindre chargé en surface, c'est sigma fois la surface latérale, qui est 2pi R2 fois H. Alors que si je représente une distribution volumique, ça sera rho pi R1 au carré moins R2 au carré fois H. Donc, pour que les deux systèmes soient équivalents, voilà la relation entre sigma et rho. Bien. Donc, maintenant, on a dit... voilà, donc je remplace tout simplement dans l'expression, voilà le champ qu'on avait trouvé à l'extérieur du cylindre, hein, creux. Il suffit de remplacer rho R1 au carré moins R2 au carré par sigma fois de R2. Voilà sigma fois de R2 sur 2 epsilon 0. Je simplifie par 2 et voilà le champ. Donc vous voyez bien, on peut affiner en fait cette représentation. Je factorise ici R1 moins R2 facteur de R1 plus R2. Et si R1 moins R2 tend vers 0, ça veut dire R1 est de l'ordre de R2. Je peux la remplacer R1 plus R2 par 2 fois R2 en simplifiant. Vous voyez bien que sigma est égal à rho fois R1 moins R2. Ça veut dire rho fois l'épaisseur. Donc la densité de charge surfacique, c'est la densité de charge volumique fois l'épaisseur. Mais ça, c'est juste un complément. Bien, donc voilà le champ créé par un cylindre chargé en surface. Donc à l'intérieur, il est nul, à l'extérieur, il varie en 1 sur R. Voilà la seule question un peu difficile. Après, on vous demande de retrouver ces résultats par le théorème de Gauss. Ça, je pense que vous le connaissez par cœur. Un fil infini, toujours surface de Gauss, un cylindre de rayon R, la même symétrie des invariances. Donc le E flux, E de pi R fois H, c'est égal à la charge intérieure, c'est lambda fois H. Voilà la charge intérieure de là à là sur epsilon 0. Et donc, on retrouve bien le champ qu'on avait trouvé tout à l'heure. Bien, en surface, la même chose. On va distinguer les deux cas, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez bien qu'à l'intérieur, la charge est nulle, le champ est nul. À l'extérieur, c'est E 2 pi R fois H est égal à sigma 2 pi R 2 fois H. Et je retrouve exactement le même champ que j'ai trouvé par l'analogie entre sigma et rho. Bien, maintenant je passe à l'exercice 2, qu'il s'agit d'un exercice de l'électrocinétique. Voilà le circuit étudié. Et à mon avis, la méthode la plus simple, c'est de choisir la méthode de Norton. On vous dit de déterminer le courant I. Eh bien, qu'est-ce que la méthode de Norton? D'abord, ça consiste à déterminer le générateur de courant équivalent entre A et B. Ce générateur de courant possède un courant de court-circuit, ou bien le courant de Norton, et une résistance interne. Pour calculer le courant de Norton, qu'est-ce qu'on fait? On court-circuite la branche en question, c'est la branche AB. La court-circuiter, ça veut dire supprimer la résistance et la remplacer par un fil. Eh bien, vous voyez bien, si vous court-circuitez AB, vous avez VA moins VB égale à 0. Or, cette tension-là est égale à celle-là. Et celle-là n'est autre que E1 moins R1 fois I1, qui est la même que cette tension. Donc A, tous ces points-là, ils sont au même potentiel. Tous ces points-là, ils sont au même potentiel. Donc, il est égal aussi à E2 moins R2 fois I2. Donc, je déduis tout de suite que I1 est égal à E1 sur R1, I2 est égal à E2 sur R2, et voilà le courant de Norton en une seule ligne. Donc, c'est I1, on peut aller en 3 lignes. Courant de Norton, c'est I1 plus I2, d'accord?
Voilà, faites l'application numérique, vous allez trouver 14 sur 3 ampères. Quelle est la résistance de Norton? Pour chercher la résistance de Norton, on supprime ce qu'il y a entre A et B et je cherche la résistance équivalente entre A et B. Bien sûr, j'enlève les générateurs de tension A et s'il y a un générateur de courant, il faut le court-circuiter. Donc voilà, il n'y a plus de générateur de courant. J'enlève la branche AB et vous voyez bien qu'entre A et B, vous avez deux résistances en parallèle. C'est R1 fois R2 sur R1 plus R2, petit R2. Et ça vous donne 6 cinquièmes ohms. Voilà, ensuite, voilà mon générateur équivalent entre A et B. C'est un générateur de Norton de résistance interne Rn. Et pour calculer le courant I, j'utilise la loi de diviseur de courant. Le courant qui circule dans cette branche, c'est la résistance opposée, Rn, fois le courant principal divisé par la somme des résistances. Faites l'application numérique, ça vous donne 1,75 ampères. Voilà la méthode la plus simple. Bon, vous pouvez choisir bien sûr le théorème de superposition. Il consiste en quoi le théorème de superposition? Vous avez un circuit qui contient deux générateurs. Vous allez le partager en deux circuits et dans chaque cas, on ne garde qu'un seul générateur. Et puis, vous calculez le courant dans la branche AB dans le premier circuit, le courant dans la branche AB dans le deuxième circuit et vous faites la somme. Ce qui est plus simple dans ce cas-là, vous voyez bien que les deux sont symétriques. Donc, il suffit de faire le calcul dans un cas et remplacer dans le deuxième cas E1 par E2, R1 par R2. Voilà, donc je vais travailler avec ce circuit. Là aussi, pour calculer I1, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous appliquez la loi des mailles, soit vous appliquez Thevenin, vous faites ce que vous voulez. On ne vous précise pas la méthode. La méthode de superposition consiste uniquement ici, ça s'arrête là. Ça veut dire partager le circuit équivalent en N circuits. Dans chaque cas, vous gardez un seul générateur de tension. Après, comment calculer le courant dans chaque branche? À vous de choisir. Bon, ici, j'ai choisi de remplacer ce générateur de tension par un générateur de courant équivalent. Donc, ça vous donne un générateur de résistance interne R2 et de courant E2 sur R2. Je mets R1, R2, ce sont des résistances en parallèle. Je les mets par R1 en parallèle avec R2. Et puis, je calcule le courant I qui circule dans R en utilisant le diviseur de courant. C'est la résistance opposée, R1 en parallèle avec R2, fois le courant principal, E2 sur R2, divisé par la somme des résistances. Bien. C'est la même chose donc pour, et le courant total, c'est 1 plus I2, parce que si je fais la même chose pour l'autre générateur, il suffit de remplacer E1 par E2 et R1 par R2. Voilà le courant total et celui-là. Vous remplacez, vous trouvez bien sûr la même valeur, 1,75 ampères. Donc voilà pour le corrigé de ce rattrapage qui a pour but essentiellement l'application de théorème de Gauss et les lois de l'électrocinétique, à savoir les deux théorèmes Norton et théorème de superposition. Bon courage, bonne chance, bonne continuation et à très bientôt.